Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à intervenir à cette journée technique. Je suis ravie de pouvoir revenir sur les enjeux scientifiques et présenter le rôle de l'ANSES au regard de ses missions d'expertise sur différentes valeurs de référence qui sont utiles au pouvoir public en vue de fixer des concentrations réglementaires de substances chimiques qu'il convient de ne pas dépasser pour préserver notre santé. Donc, les travaux de l'ANSES nécessitent de caractériser les risques à la fois pour la population générale, mais aussi les travailleurs, à l'exposition la plus réaliste possible, d'autant plus au vu de son périmètre d'activité large qui inclut l'environnement général, l'alimentation, mais aussi l'environnement de travail. Il s'agit de considérer l'exposition agrégée, c'est-à-dire l'exposition par plusieurs voies et sources d'exposition à une seule substance chimique, ou l'exposition cumulée, où cette fois on considère plusieurs voies et sources d'exposition, mais aussi plusieurs substances chimiques. Donc c'est la thématique des mélanges qui représente aujourd'hui un enjeu scientifique important. Le concept d'exposome, décrit pour la première fois par le docteur Christopher Wilde en 2005, désigne les expositions réelles à prendre en compte dans les études épidémiologiques. Il présente une vision large aussi de l'exposition, distinguant différents types de facteurs, tels que les facteurs internes qui relèvent plus du métabolisme, des hormones, de la morphologie, de facteurs externes non spécifiques, où là on retrouve des caractéristiques socio-économiques et aussi environnementales, et des facteurs externes spécifiques, où là on retrouve plutôt des agents d'exposition physiques, chimiques, mais aussi des modes de vie ou les activités professionnelles. Donc, ce concept intègre également une composante temporelle d'exposition afin de la caractériser de la conception à la mort. L'agence a conduit ces dernières années plusieurs travaux d'expertise, considérant plusieurs voies et sources d'exposition afin d'améliorer les connaissances de l'exposition à la fois de la population générale et des travailleurs. Sur l'exemple de la population générale, on a caractérisé l'exposition au plomb en considérant à la fois l'exposition par inhalation, donc l'exposition via l'air extérieur et l'air intérieur, mais aussi l'ingestion de poussière qu'on peut retrouver sédimentée dans les environnements intérieurs, mais aussi en extérieur sur des sols d'air de jeu, par exemple, et aussi la prise en compte de l'exposition via l'ingestion d'aliments et d'eau de boisson ou d'eau du robinet. Sur le volet travailleurs, l'agence a réalisé un certain nombre de travaux d'envergure sur les substances reprotoxiques et ou perturbatrices endocriniennes. Et l'agence a identifié des situations d'exposition au bisphénol A, notamment problématiques dans le cadre professionnel liées à la manipulation de tickets thermiques. Et donc, il s'agissait de l'exposition cutanée au bisphénol A appréhendée par le biais de cette activité professionnelle de manipulation de tickets de caisse ou de reçu de carte bleue. Donc, pour une meilleure estimation de l'exposition, il est également possible d'affiner les estimations en passant de la dose externe à la dose interne, c'est-à-dire la concentration dans l'organisme humain, en lien par exemple avec des phénomènes d'absorption qui ont été décrites lors de la session introductive. Donc, il est également possible d'utiliser des notions de bioaccessibilité ou biodisponibilité qui correspond à la fraction absorbée qui atteint la circulation sanguine. La surveillance biologique est également très intéressante dans ce domaine car elle consiste à mesurer dans une ou des matrices biologiques telles que le sang ou l'urine de travailleurs ou de la population générale exposée à des substances chimiques. On mesure des indicateurs biologiques d'exposition dont la variation est associée à l'exposition. Il peut s'agir de la substance chimique elle-même ou de métabolites ou de produits de transformation. C'est un outil également utilisé pour caractériser le niveau d'imprégnation de la population à diverses substances chimiques. Donc, l'agence élabore différentes valeurs de référence dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire sur la base de critères sanitaires qui est réalisée par le comité d'experts spécialisés en charge des valeurs sanitaires de référence. Donc, moi, je vais faire un focus dans le cadre de cette présentation sur les valeurs destinées à la population professionnelle, les valeurs limites d'exposition professionnelle qu'on appelle VLEP et valeurs biologiques également. Et j'étendrai mon propos sur les valeurs dédiées à la population générale concernant les environnements intérieurs, ce qui fait le lien aussi avec la présentation de Corinne Mandin qui précédait.
Donc, la démarche de construction des valeurs de l'ANSES repose sur différentes étapes communes afin d'identifier les effets sur la santé en lien avec une exposition à une substance chimique, notamment les effets apparaissant aux plus faibles concentrations, et pour aller jusqu'à la détermination de la concentration à ne pas dépasser pour protéger la santé. Cela fait intervenir, par exemple, des ajustements par rapport à l'étape 5 ou des facteurs d'incertitude et méthodes d'extrapolation. Des discussions peuvent avoir lieu en fonction de la population ciblée sur l'effet adverse qui est jugé pertinent et plausible, et engendrer des valeurs différentes pour la protection des travailleurs et la population générale. Des facteurs d'incertitude différents peuvent également être appliqués pour prendre en compte la différence de variabilité interindividuelle qui est plus faible pour les travailleurs que pour la population générale, qui, elle, inclut à la fois les enfants et la population âgée. Donc, une valeur limite d'exposition professionnelle proposée par l'ANSES vise à protéger les travailleurs d'exposition par inhalation, par la fixation de niveaux de concentration à ne pas dépasser sur une période de référence, 15 minutes dans le cas d'exposition à des pics d'exposition et 8 heures pour protéger d'exposition régulière et pendant la durée de travail. Donc, en dessous de ces niveaux de concentration, le risque d'effet sur la santé est négligeable en l'état actuel des connaissances. L'ANSES propose également d'accompagner ces VLEP par deux mentions, la mention peau et la mention bruit. Ces deux mentions indiquent la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées, autres que la mesure de l'exposition par inhalation, donc par exemple par le port d'équipements de protection. Donc la mention peau, elle, vise à prendre en compte en plus de l'exposition par inhalation, la pénétration cutanée lorsqu'une substance chimique entraîne un effet systémique. Donc cela ne prend pas en compte les effets directs sur la peau tels que l'irritation ou des dermatites, mais elle signale un risque accru posé par la voie cutanée. La mention bruit, elle, vise à prendre en compte les effets ototoxiques pouvant résulter d'une coexposition bruit-substance chimique. Et donc, ça signale un risque d'atteinte auditive. Donc, depuis 2007, l'ANSES a recommandé des valeurs limites d'exposition professionnelle. Elle a étudié plus d'une quarantaine de substances. La mention peau a été proposée pour une dizaine d'entre elles, par exemple des métaux tels que le chrome hexavalent, le beryllium, le cobalt, des hydrocarbures, des phtalates ou isocyanates. La mention bruit a quant à elle été proposée pour 3 substances, le monoxyde de carbone, le styrène et le toluène. Le toluène est un bon exemple car il a fait l'objet de l'ensemble des valeurs que je viens de vous présenter proposées par l'ANSES, mais également de valeurs biologiques qui ont la particularité de pouvoir intégrer l'ensemble des voies et sources d'exposition. Mais ces valeurs ne permettent pas d'identifier les principaux contributeurs ni les pics d'exposition. Donc, une valeur limite biologique vise à protéger les travailleurs d'effets à moyen ou long terme. Un autre type de valeur peut être dérivé. Il s'agit de valeurs biologiques de référence qui visent à mettre en évidence une imprégnation. Donc, ça correspond aux concentrations rencontrées en population générale et sert de comparatif par rapport aux concentrations qui peuvent être mesurées chez des travailleurs. Donc, cette dernière valeur ne peut pas être considérée comme protectrice d'effets sur la santé, mais elles sont particulièrement intéressantes dans le cas où on ne peut pas élaborer de valeurs limites biologiques. Et justement, l'ANSES a proposé des valeurs biologiques de référence pour une vingtaine de substances, alors qu'elle a pu proposer une valeur limite biologique que pour une dizaine d'entre elles. Donc, pour vous expliquer le dispositif en place pour la fixation de valeurs de référence réglementaires, ce schéma met en parallèle le système français et celui qui existe au niveau européen, car il repose sur des processus similaires avec différents niveaux et interlocuteurs. Donc moi, je vais uniquement vous décrire l'organisation en France qui fait intervenir l'ANSES en premier niveau. Donc, je vais vous décrire uniquement l'organisation en France. Alors, je suis désolée. L'ANSES met en place une expertise indépendante. Elle va analyser les effets sur la santé. Son rapport est mis en consultation sur le site internet de l'ANSES afin de permettre aux parties intéressées de faire part de leurs commentaires quant aux données scientifiques recensées.
Ensuite, les recommandations de l'ANSES sont à destination du ministère du Travail, qui va établir un projet de texte réglementaire. Suit une phase ensuite de concertation sociale au sein d'un comité tripartite, le comité d'orientation des conditions de travail, le COCT, où seront discutés justement des critères socio-économiques et éventuellement de la fixation de délais d'application. Le texte définitif est ensuite proposé par la Direction générale du travail avant d'être adopté par arrêté. Pour la fixation de valeurs indicatives, il s'agira d'arrêtés, et pour la fixation de valeurs contraignantes, il s'agira d'un décret. Donc, parmi les différentes valeurs de référence établies par l'ANSES, des valeurs guides de qualité d'air intérieur sont proposées depuis 2007 et visent à protéger la population générale d'effets sur la santé en lien avec une exposition à la pollution de l'air intérieur. Donc, pour avoir une vision plus large de l'exposition dans ces environnements, notamment pour des substances organiques, semi-volatiles ou métaux qu'on peut retrouver sur un autre média que sont les poussières intérieures, l'ANSES travaille à présent à l'élaboration de valeurs guides pour les poussières sédimentées. Donc, il s'agit de toutes particules qu'on peut retrouver sur les surfaces de sol ou de meubles, quelle que soit leur nature et leur origine. Donc, ce type de valeur vise à protéger la population générale d'exposition par ingestion. Donc, l'ingestion de poussière est considérée comme la voie d'exposition majoritaire et c'est également la seule, au vu des connaissances actuelles, pour laquelle on peut estimer l'exposition. Donc, les travaux qui ont été publiés l'année dernière sur ce sujet ont confirmé la pertinence et la faisabilité d'élaborer de telles valeurs pour une exposition à long terme chronique dans un contexte environnemental, et si l'exposition via les poussières intérieures a une part non négligeable par rapport à l'exposition totale pour une fraction de la population. Concernant la méthode de construction, une méthode simple a été recommandée. Donc, l'équation qui vous est présentée sur cette diapositive considère la proposition de valeur guide dans les poussières intérieures exprimée en microgrammes de substance par gramme de poussière et fait intervenir des facteurs d'exposition tels que le poids corporel par le paramètre PC, la quantité de poussière ingérée par le paramètre Q, mais également une valeur toxicologique de référence qui permet de protéger de l'apparition d'effets sur la santé, à laquelle on attribue une part à l'exposition via les poussières sédimentées, le facteur P poussière. Donc, cette approche est déjà utilisée pour l'élaboration de valeurs guides dans le domaine de l'eau de boisson par l'Organisation mondiale de la santé. Mais à l'heure actuelle, il n'existe aucune valeur guide établie sur des critères sanitaires par l'ANSES pour ce média. Donc, ce développement de valeurs guides dans les poussières intérieures font partie des enjeux méthodologiques et d'axes d'innovation déjà identifiés par l'ANSES dans le cadre de la construction de ces valeurs de référence. Les différentes thématiques à traiter, fruits de l'expérience et des discussions qui ont eu lieu dans le cadre d'expertise antérieure à l'ANSES, sont présentées dans ces différentes bulles. Donc, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ces thématiques, mais au regard justement de cette journée de recherche, veuillez noter que l'ANSES s'intéresse à l'élaboration de valeurs de référence pour la voie cutanée. Je vais finir sur les enjeux de recherche et d'innovation avec le partenariat européen pour l'évaluation des risques liés aux substances chimiques, le projet PARC. Celui-ci est en cours de montage dans le cadre du programme Horizon Europe. Et il implique aujourd'hui plus d'une trentaine d'institutions d'expertise et de recherche en Europe, dont l'ANSES, et il visera à fournir de nouvelles données, connaissances et méthodes pour mieux protéger la santé et l'environnement. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous pourrez trouver plus d'informations sur les différents travaux de l'ANSES que je vous ai présentés sur son site internet. Je vous ai mis quelques liens au regard des présentations que je vous ai faites. Marion Kersbulk, merci beaucoup pour cet exposé qui nous aura permis, alors au-delà d'importants rappels, bien sûr, et très utiles sur l'étendue de vos missions, d'étendre la thématique du jour à une réflexion un peu plus globale, je dirais même stratégique grâce à vos travaux sur ces fameuses valeurs de référence. Il nous reste quelques petites minutes pour prendre l'une ou l'autre question de notre public. On regarde ensemble si vous voulez bien. Alors, l'une des questions qui précise qu'il n'existe pas de valeur repère pour les mesures surfaciques hors plomb dans un contexte de santé publique, bien sûr, c'est connu. Alors, comment interpréter les résultats ?
Alors c'est vrai que c'est important d'avoir des moyens d'interprétation et justement quand on a traité à l'agence de la question d'élaborer des valeurs guides dans les poussières intérieures, on s'est dit qu'on ne pourrait pas forcément l'élaborer pour l'ensemble des substances pertinentes. Et donc si des mesures aujourd'hui sont réalisées dans un média, comment on pourrait faire pour interpréter des résultats de mesures? Donc dans une approche sanitaire, l'ANSES, il lui faudrait des connaissances sur les effets sur la santé en lien avec ces médias d'exposition. Mais si on ne dispose pas de ce genre de paramètres, par exemple, il pourrait avoir des campagnes de grande envergure réalisées dans différentes situations pour avoir une distribution des niveaux d'exposition et permettre de comparer des mesures futures en cours par rapport à cette distribution qu'on aurait observée dans le cadre de mesures de terrain. Donc ça, c'est D'accord. ce qui avait été justement proposé dans ces travaux. Merci pour ces précisions. Alors, quelles sont les substances à haut risque qui doivent être traitées, on va dire, en priorité en matière de surveillance des contaminations de surface? Bah, alors c'est vrai qu'on sait que l'exposition, alors via justement des médias tels que les poussières, et donc qu'on retrouve sur les surfaces, ça concerne des substances qui sont plutôt semi-volatiles pour les composés organiques et les métaux aussi ressortent beaucoup comme polluants prioritaires, par rapport à cette problématique. Alors, au-delà des valeurs limites ou des valeurs de référence que vous avez évoquées, madame, les vérifications, est-ce qu'elles sont obligatoires par le code, par le biais du code du travail, ou sinon, est-ce qu'elles pourraient l'être un jour? Dites-nous tout. Est-ce que vous pouvez repréciser Alors, votre les valeurs question? limites, les valeurs de Oui. référence que vous évoquez, est-ce que les vérifications sont obligatoires par le biais du code du travail? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elles pourraient l'être un jour? Alors, aujourd'hui, la réglementation, donne des obligations de contrôle, pour les VLEP, donc les valeurs limites d'exposition professionnelle qui ont une nature contraignante, donc qui ont fait l'objet d'un décret, du ministère, chargé du travail. Les mesures sont moins obligatoires pour, des VLEP qui sont de nature indicative, qui sont soit été fixées par arrêté ou par circulaire également. Donc là, voilà, la notion d'obligation réglementaire dépend de la nature de la VLEP et donc aussi des textes du ministère du Travail. Après, il y a aussi tout ce qui peut être réalisé dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs, où là, on n'est pas obligé d'être dans un cadre d'obligation de mesures et de respect de ces valeurs limites d'exposition professionnelle, mais c'est quand même des outils qui peuvent être très utiles dans le cadre de la médecine du travail, je pense. Très bien. Alors, une question très précise encore de l'un de nos invités. Si on devait les classer, les principales voies d'exposition via les contaminations de surface dans la population professionnelle, est-ce qu'elles suivraient le même classement, le même ordre que celles pour une population dite générale? C'est une bonne question. Mais nos J'avoue. invités ont plein de bonnes questions. Oui, oui. Alors, on n'a pas de travaux d'expertise de l'ANSES qui a pu appréhender ça de façon concrète avec des données, donc je ne pourrais malheureusement pas répondre précisément à cette Bien sûr. question travailleurs versus population générale, hein. Sur l'importance des voix, non, malheureusement, je ne pourrais pas donner Un travail peut-être à mener plus en tout à profondeur fait. encore et voir si la documentation existe, bien sûr. Est-ce qu'il existe des valeurs seuil, des valeurs limites en matière d'exposition aux surfaces contaminées dans d'autres pays que la France? Alors, nous, justement, on avait fait un inventaire et on avait contacté un certain nombre d'organismes internationaux pour l'exposition via les poussières intérieures. Donc là, on n'avait pas identifié de proposition de valeur limite. Et par rapport aussi à l'expertise de l'ANSES, qui sont des valeurs destinées à la population des travailleurs, on savait que uniquement l'existence de mentions PO, telles que reprises par l'agence, on n'a pas identifié de valeur limite, je crois, pour des surfaces, autres que celles que vous avez mentionnées en introduction de ces questions. Merci beaucoup, Madame Kersbulk, pour votre contribution et d'avoir participé à notre journée technique via cette rencontre virtuelle, mais très, très Mmh. importante dans le déroulé de notre programme. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci beaucoup.